Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la voie de signalisation du collagène dans les cellules plaquettaires. Mais avant de commencer, on va se localiser un petit peu au niveau de la membrane cellulaire. Vous voyez ce truc, c'est la bicoche phospholipidique. Ça correspond un petit peu de la nature chimique au niveau de la membrane. Et pour faire ce voyage au niveau de l'intérieur de la cellule plaquettaire, on doit ouvrir la porte et cette porte n'est pas d'origine du bois, mais c'est un récepteur de type glycoprotéine. Donc il est exprimé spécifiquement dans la ligne mégakaryocytaire. Il comprend 3000 jusqu'à 5000 cellules, en fait, récepteurs par plaquette, et il comporte deux domaines extracellulaires de type immunoglobuline. Interagissent, bien sûr, avec le collagène. Donc, le clé, c'est le collagène. Maintenant, on va ouvrir la porte. Cette ouverture va permettre le recoupement du complexe GP6, qui est le récepteur du collagène, et la chaîne gamma du RFC. Ce recoupement du complexe, déjà signalé, va permettre le démasquage des motifs cytoplasmiques de l'ITAM de gamma RFC. Ce démasquage va permettre une activation d'une tyrosine kinase de la famille SRC qui va permettre la phosphorylation de ces motifs ITAM. Donc, qui est bien vraiment, en fait, j'ai oublié de signaler que ces enzymes d'activité tyrosine kinase, ils sont associés au domaine intracellulaire GP6. Et donc, son rôle, c'est de la phosphorylation des ITAM. Cette phosphorylation des ITAM, il va permettre un recrutement et une autophosphorylation de la tyrosine kinase, mais cette fois ce n'est pas de la famille de SRC, mais c'est de la famille de SYK, spleen tyrosine kinase. Et cette autophosphorylation, il va permettre son activation pour phosphoryler trois protéines qui sont l'AT, le GADS, le SLP76. Cette phosphorylation permettre la formation des complexes adaptatrices. Et cela va permettre l'activation de la kinase qui fait de la phosphorylation des phospholipides. C'est la PI3 kinase de type bêta et P110 alpha. Cette activation de PI3 kinase va permettre la phosphorylation de phospholipides inositol phospholipides pour donner de PIP2. C'est un phospholipide qui est phosphorylé. Le phospholipide, le PSC, c'est la phospholipase C gamma 2, phospholipase C gamma 2, qui va permettre la conversion de PIP2 en deux substrats principaux, c'est le diglycérol, le DAG, et le IP3, le DAG, qui va permettre l'activation de la protéine kinase C. Le PI3, l'IP3, son rôle, c'est de se fixer au niveau du récepteur de tube granulaire dense qui se trouve principalement dans la ligne mégakaryocytaire, c'est-à-dire les plaquettes, et sa fixation va permettre l'externalisation du CA2+, de ces tubules vers l'intérieur de la cellule, donc le cytoplasme. Et qui dit CA2+, quand on parle de l'hémostase en général, c'est un chef d'orchestre de plusieurs réactions chimiques, de plusieurs cascades d'activation. Le CA2+, il va activer dans ce cas une petite protéine de RAP1B. Et bien sûr, cette petite protéine G n'est pas activée seulement par le CA2+, elle est activée par le PI3 kinase. Vous allez me poser la question, quel est le rôle de RAP1B?
En fait, son rôle, c'est très important dans l'activation du récepteur du plasminogène. Et il ne faut pas sauter les lignes. On va bien comprendre ça, mais petit à petit. Dans ce vidéo, je vais juste expliquer la voie du collagène d'une façon brève. Mais le CA2+, il ne va pas juste faire l'activation de RAP1D, mais il va faire même l'activation du granule alpha, l'activation d'un phénomène flip-flop. C'est quoi le flip-flop? Le flip-flop, c'est un phénomène, je vais vous expliquer. Vous voyez ici, au niveau de la bicouche phospholipidique, vous devez savoir que dans la partie externe, dans le visage externe de la membrane, existent les phospholipides de type choline, qui sont polaires. Et dans ce visage interne existent les phospholipides de type amine, comme les phosphodiesters, qui sont chargés négatifs. Alors, quand on parle de flip-flop, il faut savoir que les protéines qui sont responsables du transport, on trouve deux. On trouve le flippase, donc le flippase, son rôle, c'est de faire le transport du phospholipide de la bicouche, en fait, dans ce sens, c'est-à-dire dans l'externe vers l'interne. Et on trouve d'autres enzymes qui est le flippose, qui fait l'inverse de flippase. Et son rôle, c'est de faire le transport des phospholipides de l'interne vers l'externe. Mais on a d'autres enzymes qui interviennent dans ce cas de flip-flop. C'est le scarbose. Son rôle, c'est bidirectionnel, c'est-à-dire il va faire les deux rôles de flippase-flippose, mais il va détruire cette asymétrie de phospholipides. Donc il va faire quoi? Il va prendre les protéines qui se trouvent dans le visage interne des membranes, il va les transporter vers le visage externe. Et j'ai déjà signalé que dans le visage interne existe le phosphodiester qui est chargé négative, et dans le cas physiologique normal, il doit être localisé dans cette partie. Dans le cas d'augmentation de CA2+, il va se transporter vers le visage externe. Et cela va permettre, c'est une chose favorable, qui va permettre quoi? Qui va permettre le recrutement des procoagulants qui sont nécessaires pour la coagulation et qui sont nécessaires pour l'hémostase secondaire. J'espère que vous avez bien compris ce flip-flop. Et le CA2+, en fait, quand j'ai dit granule alpha, je dois préciser le particule qui va être externalisé. Je parle de l'ADP. L'ADP a deux récepteurs. On parle du récepteur pur énergique. On a le P2Y1 et le P2Y12. Bien sûr, le CA2+, il va activer le phospholipase A2 pour donner du thromboxane, et donc il y en a plusieurs réactions chimiques. Je vais juste signaler une chose très importante, c'est que quand on parle de phospholipase A2, cette enzyme qui va interagir au niveau du phospholipide pour donner du thromboxane, ce n'est pas la phospholipide A2 directement, il va donner du thromboxane, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres enzymes qui interviennent, c'est le cyclooxygénase. C'est le cible de l'aspirine qui va le bloquer, et donc qui dit blocage de cyclooxygénase, c'est le blocage de l'agrégation plaquettaire. Le thromboxane, il va se lier au niveau de son récepteur spécifique membranaire qui est le TP, qui va activer une phospholipase C, et qui dit activation de phospholipase C, donc c'est la réaction que j'ai déjà expliquée, c'est de la conversion de PIP2 qui va donner de IP3DAC. Donc,
il va favoriser l'activation du CA2+, et donc il va favoriser le flip-flop, favoriser le recrutement des procoagulants, et donc il a un rôle très important dans l'agrégation plaquettaire. Le P2Y1, qui est le récepteur d'ADP, c'est un récepteur couplé aux protéines GQ qui va même activer le phospholipase C, donc les mêmes voies de signalisation. Mais quand ADP se fixe au niveau de P2Y12, qui est un récepteur couplé aux protéines GI, il va activer une PI3 kinase qui va à son tour, bien sûr, activer cette petite protéine G qui est nécessaire pour l'activation du récepteur du plasminogène. D'un autre côté, il va inhiber plutôt l'AMP cyclique ou l'adénylate cyclase. Inhibition d'AMP cyclique, c'est l'inhibition de protéine kinase A et l'inhibition de VSP. C'est une protéine vasodilatatrice. C'est une protéine vasodilatatrice. Alors, quand on parle de l'hémostase ou l'agrégation plaquettaire, on doit parler que on doit y avoir une certaine vasoconstriction du vaisseau sanguin. Parce que ça, c'est très important pour l'économisation du sang, pour ne pas perdre du sang. C'est pour cela qu'on doit inhiber cette voie de vasodilatation, du relâchement du vaisseau sanguin. Et donc, je vais terminer par le RAP1B qui va permettre la phosphorylation de la chaîne β3 du récepteur alpha-2 bêta-3 qui est le récepteur du plasminogène. En fait, j'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Salam alaikum wa rahmatullah.